Vous avez rejoint Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous représentez, merci à vous, la France Insoumise. On entend ici à Lille ces étudiants qui disent qu'ils sont prêts à commencer des blocages dès lundi. Est-ce que vous les y encouragez? Oui, de toute façon, puisqu'on parle beaucoup de constitution, le droit de grève reste constitutionnel, le droit de manifester aussi, et d'aucune manière, l'avis du Conseil constitutionnel ne doit abolir la protestation et le refus du peuple. C'est pas une instance politique, on n'arrête pas de nous dire. Bon, ben, politiquement, le désaccord demeure. 90% des salariés sont contre, 70% de la population. Voilà. Puis après, pour faire un peu d'humour, il y a une expression qui dit c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces, mais là, on a des vieux sages qui ont fait une grimace au peuple. Voilà. Bon, ben, moi, je trouve que finalement, Emmanuel Macron, par sa pratique, a affaibli la fonction présidentielle. Par son usage, il a piétiné le Parlement. Alexis Corbière, et pardon. le Conseil constitutionnel lui-même est abîmé. Le champ de ruine est là. Vous les appelez vieux sages. Ça veut dire quoi? Que leur légitimité, vous la contestez? Mais comment dirais-je? Ça veut dire quoi, contester leur légitimité? Ils sont là. C'est la 5e République. C'est une des plus hautes autorités de la République. Elle a donné son avis en droit. Il y a des gens de gauche. C'est pas l'extrême gauche qui est présente dedans, mais enfin, il y a des gens de gauche dans ce Conseil aussi. De toute manière, personne n'a manifesté avec un panneau disant la loi n'est pas constitutionnelle, même si je pense qu'elle est inconstitutionnelle. Les arguments étaient formés. Ça, c'est tranché. Les gens ont une protestation sur le fond. Voilà. Et la décision, ce qui a été dit par le Conseil constitutionnel, n'épuise pas cela. Après, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour un homme comme moi, je pourrais presque dire, allez, c'est l'aspect positif de tout ça, c'est que un homme comme moi, et Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, portent la critique de la Ve République en disant qu'il faut passer à une autre République plus démocratique. Eh bien, il y a une magnifique leçon de choses, un grand cours d'éducation juridique et politique qui vient d'être donné au peuple en disant ces institutions permettent qu'un homme seul, isolé, radicalisé, impose au peuple quelque chose qu'il ne veut pas. Quelle conclusion faut en tirer? Eh bien, il faut changer d'institution. Que répondre à ceux qui diront mauvais perdant? Mauvais perdant, il y a eu tout un processus, alors il a été relativement long, le débat parlementaire, le 49.3, le gouvernement a engagé sa responsabilité, il a pris le risque d'être renversé, c'est pas rien quand même pour le gouvernement, pardon, j'ai fini. Et puis la décision du Conseil constitutionnel, finalement, ce chemin démocratique, effectivement, on peut le contester, disons, sur le fond de la réforme, mais de fait, il a été suivi. Ça, c'est la démocratie républicaine à plein. Non, mais ne confondez pas la démocratie républicaine et la Ve République. Vous savez, en France, il y a eu 5 républiques. La Ve République, elle est née en 1958 dans un moment de coup de force. C'est François Mitterrand, Pierre Mendès France et beaucoup de gens qui le disaient. Il y avait une menace de coup d'État militaire, vous le savez, dans une crise qui était là. Donc il y a même eu l'opération Résurrection, ça s'appelait des régiments de parachutistes qui ont pris le contrôle de la Corse et qui étaient prêts à sauter sur Paris. Ça veut dire quoi? Qu'on comprenne bien, pardon, vous espérez une révolution? Je suis en train de dire que l'histoire de la Ve République montre que c'est un régime de coup de force très particulier. D'ailleurs, qui est modifié même en 62 avec quelque chose qui présidentialise encore plus le régime, et à tel point qu'à l'époque, le président du Sénat, Gaston Monnerville, avait qualifié ça de forfaiture. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on renoue le fil de cette histoire, et moi, ça m'intéresse, que ces institutions ne sont pas républicaines d'un certain point de vue. Du moins, c'est une conception bonapartiste de la République. Et c'est pas conforme à la longue histoire profonde de ce qu'est la République. C'est quoi la République? Tout le monde dit ce mot. C'est l'expression de la souveraineté populaire, normalement. Eh bien, la souveraineté populaire, aujourd'hui, n'est pas respectée par les décisions d'Emmanuel Macron. Alors, le Conseil constitutionnel, il dit quoi? Il dit c'est conforme à la 5e. Donc, tac. Qu'on comprenne bien, moi, si on entre dans votre raisonnement, qui peut l'exprimer? Qui peut l'exprimer? Les manifestants? Mais par exemple, on pourrait faire un truc très simple, très démocratique. Le peuple est consulté. Pourquoi M. Macron s'obstine à ne pas vouloir le consulter par référendum? Vous parlez de mauvais perdant. Qui est mauvais perdant si ce n'est Mme Borne, qui, voyant qu'elle a perdu au sein de l'Assemblée nationale, utilise le 49.3. Il n'y a pas d'outil plus mauvais perdant que celui-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, M. Rochebin, c'est que je suis déçu, évidemment. Je pense, ayant lu ce que disaient beaucoup de juristes, que le caractère inconstitutionnel du texte était pertinent. Ce n'est pas la décision qui est prise. Pour autant, vous avez des convictions, Jeannet, mes convictions demeurent. Le syndicaliste qui était assis... Vous posez des questions, pas des convictions, mais... Non, mais vous en avez comme tout individu. J'invite d'ailleurs chacun à avoir des convictions. Oui. Mais là, actuellement, vous êtes face à moi comme journaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que personne ne demande à qui que ce soit d'abolir d'un seul coup ses convictions. Donc, le peuple demeure en désaccord. Est-ce qu'il y a, pardon, je vous laisse continuer dans un instant, mais est-ce qu'il y a une revendication d'une forme de violence? Évidemment, il y a un rapport de force, en partie violent, en tout cas en parole. Écoutez de la part d'Emmanuel Macron. Écoutez ce que vous pourrez commenter comme vous voulez. Écoutez ce que dit Jean-Luc Mélenchon, écoutez ce que dit François Ruffin sur le fait que la rue pourrait vaincre Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon d'abord. En agissant comme il vient de le faire, le Conseil constitutionnel a aggravé la crise. Il met tout le monde au pied du mur. Maintenant, quelqu'un doit se soumettre ou se démettre.
le président de la République peut, s'il le veut, ne pas promulguer la loi. Il peut, de son propre chef, constatant la situation, remballer. Ou bien décider que l'autorisation que lui donne le Conseil constitutionnel lui suffit pour l'imposer au peuple français. Voilà ce que dit l'une des têtes de votre formation, François Ruffin, qui déclare sur Twitter, on va le lire, en démocratie et pourtant, le peuple ignoré mis de côté, demain Macron et tous ses amis seront vaincus dans les urnes ou dans la rue. Est-ce que vous assumez ce « ou » dans la rue, ce qui laisse entendre que ce n'est pas forcément les élections, c'est le rapport de force de la rue qui peut-être s'imposera? Je répète, premièrement, je suis totalement d'accord avec ce que disent mes amis. Je suis un mélanchoniste et un ruffinien, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de violent dans ce qui est dit. Je vous ai dit, monsieur Rochemin, qu'est-ce qu'est la qualification d'une société démocratique? Il faut arrêter ce mot un peu méprisant la rue. Le droit de manifester existe, il faut continuer à manifester. Une mobilisation sociale peut contraindre le gouvernement, qui sera d'un seul coup éclairé, retrouvant la raison, de dire il y a une protestation. J'espère que quand même quelqu'un n'a pas dans l'idée de dire non seulement on va brutaliser le peuple sur la retraite, mais en plus maintenant on va lui interdire de manifester. Je vais vous dire, vous partez en vacances, j'espère que vous en profitez bien. Vous savez que c'est par la grève et par la rue que ça a été imposé. Donc c'est bien, vous en profitez. C'est pas méprisant. Il faut arrêter d'être peuplophobe. Le peuple, quand précisément on ne lui permet pas de s'exprimer, où est-ce qu'il peut s'exprimer actuellement? Eh bien, il manifeste. Et donc, manifestons, bloquons le pays, bloquons la production, que les travailleurs mécontents disent que dans ces conditions, nous faisons grève. Ils auraient raison. Vous dites bloquons le pays, ça veut dire que vous êtes pour raffinerie, train, école, etc., qui est quelque chose comme en mai 68 ou en d'autres occasions, un vrai blocage général? Vous savez ce qu'on a obtenu en mai 68? L'augmentation des salaires. C'est bien, non? Vous savez ce qu'on a obtenu par des mobilisations sociales, toute une série de choses qui font la fierté, la gloire patriotique sociale du pays. Ça a été obtenu par des mobilisations. N'ayons pas l'impression que d'un seul coup, que ce serait quelque chose de coup de force, de brutal. Au contraire, c'est ce qu'a écrit le meilleur de ce qu'il y a. Le coup de force aujourd'hui, n'inversons pas les termes de la discussion, c'est le gouvernement qui l'exerce. Moi, je suis parlementaire. Vous savez, je suis bien traité, j'ai une bonne paye. La seule, ce que ça entraîne normalement, c'est que je dois pouvoir voter sur l'heure. Là, je n'ai pas pu voter. On m'a interdit de voter. Pourquoi on a interdit à 577 personnes qui représentent le peuple par un 49-3? Ça vous choque? Normalement, ça devrait choquer tout le monde. Vous parlez de dialogue démocratique. Emmanuel Macron ouvre sa porte ou d'absence. C'est pas ce que dit Emmanuel Macron en disant « Moi, j'ouvre ma porte mardi. Écoutez comment réagissent d'abord les syndicats et vous donnerez votre avis. » L'ensemble des organisations syndicales, elles donnent rendez-vous à l'ensemble des Françaises et des Français le 1er mai pour une mobilisation exceptionnelle, inédite, pour un raz-de-marée populaire, pour gagner le retrait de cette réforme des retraites et la mise à l'ordre du jour de perspectives de progrès social. Et la CGT, elle appelle également les salariés à continuer à se mobiliser, à continuer à faire grève, à agir en multipliant les initiatives et les actions dès ce soir et jusqu'au 1er mai. Notamment jeudi prochain, il y aura beaucoup d'actions qui vont être organisées. Enfin, l'intersyndicale affirme très clairement que si le président de la République promulgue cette loi, aucune organisation syndicale n'ira rencontrer ni le président de la République, ni aucun membre du gouvernement pour parler d'autre chose que du retrait de cette réforme des retraites. Quand il y a une offre de dialogue, vous savez que beaucoup diront, tiens, ils ne la prennent pas. Là, il y a quelque chose comme un jusqu'au boutisme. Écoutez, je vais vous voler votre montre et votre voiture, et je vais vous dire, je vous invite à discuter, mais on va pas parler d'une chose. De votre montre et votre voiture. Vous diriez, mais vous êtes un provocateur. D'accord, c'est la même chose. On brutalise les gens. Qu'est-ce qu'il a volé, pardon, cet exécutif-là? Il a suivi encore une fois toutes les formes démocratiques. On vous impose 2 ans de plus de travail. Ils ont demandé à être reçus par le président de la République. Et une fois qu'il dit je vais promulguer, maintenant je veux discuter. C'est une opération de communication. Je veux dire, les syndicats ne sont pas un décor, un pot de fleurs que le président de la République va poser pour faire une opération de communication. À quoi ça sert? Les gens, il ne faut pas les humilier. Ce que dit l'exécutif, Alexis Corrier, ce que dit l'exécutif, c'est que 2 ans de travail n'est pas un mal en soi. Ce qu'il dit, et est-ce que vous l'entendez, c'est que l'inégalité est un mal en soi, la pénibilité, la souffrance au travail est un mal en soi, mais travailler 2 ans de plus, si c'est dans de meilleures conditions, ça n'est pas un mal en soi. Est-ce que vous entrez quand même dans cette idée-là? Non mais vous me répétez les arguments d'Emmanuel Macron, mais les gens disent d'ores et déjà, ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ça a été pointé, l'emploi des seniors aujourd'hui est un des plus faibles en Europe. Si vous rallongez la durée de cotisation, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr ou je ne sais trop quelle école pour comprendre que de plus en plus de gens n'atteindront pas la totalité de l'âge de leur trimestre. Donc les pensions vont baisser. Par ailleurs, les corps sont fatigués, on est usé. D'ores et déjà, entre la réforme Sarkozy qui avait fait passer la retraite à 60 à 62 ans, et il y avait eu toute une série de gens qui, 300 000 personnes sont passées au RSA. Alors peut-être
peut-être pas en raison de la totalité de cela. On a perdu des années de vie à la retraite. C'est important de vivre bien à la retraite. Donc c'est une dégradation. On ne va pas tourner autour du pot. Tout le monde aimerait travailler moins, mais la réalité des chiffres, ça c'est pas. C'est de pas ce ne sont pas les chiffres d'Emmanuel Macron. Ce sont les chiffres de la réalité. Quand on voit que en 2030, il y aura les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. C'est comme ça. On n'a pas la démographie du Nigeria ou de l'Inde. C'est une démographie européenne déclinante. Ça, c'est la réalité. La productivité des travailleurs ayant augmenté, ne réfléchissons pas avec vous êtes dans les années 60. Là, aujourd'hui, un travailleur français, il a un très fort taux de productivité. Il peut produire beaucoup plus de richesses qu'à l'époque où le système des retraites a été mis en place. Et puis, soyons originaux. C'est quoi que nous... On va revenir quand même à l'origine du débat. Qu'est-ce que c'est qui fait mal à notre système de retraite? C'est qu'il y a eu toute une série d'exonérations, notamment de cotisations. D'accord? Parce que ce que vous payez pour votre retraite, c'est une partie de votre salaire. Hein. Il y a le salaire direct, le salaire indirect, ce que vous touchez directement comme salaire, et puis ce dans quoi vous cotisez. Les gouvernements précédents, et en particulier M. Macron, a cru utile de dire bah, écoutez, il va y avoir moins de rentrées parce qu'on va exonérer pour les patrons les cotisations. Tout ça fait qu'il y a moins de rentrées dans le système de retraite. On pourrait revenir sur ces exonérations. On pourrait aussi imaginer qu'on augmente de 0,8% la cotisation. Oui, mais j'ai pas pu le dire, tout ça. J'ai pas pu le dire. A existé. Non, il n'a pas existé. L'autre opposition, regardez attendez, je vous arrête là-dessus, pardon d'être véhément, hein, je m'excuse, mais il n'y a pas eu de vote. Ah bah oui, le 49.3, c'est un vote. Vous appelez ça un vote? Un gouvernement qui engage sa responsabilité, c'est pas rien. Non, mais il n'y a pas eu de vote. Ou alors là, on est dans la novlangue. Pardon, le 49.3, c'est précisément la première ministre qui monte à la tribune. C'est un acte de vote quand un gouvernement, ça n'est pas nul. C'est un recours qui devrait être rare. Non, mais alors je propose qu'il n'y ait plus de Parlement. Ça ne sert à rien alors si on est par là. Donc imaginons un système ultra-président. Vous voyez, je veux dire, on est en train de faire circuler dans la société l'idée que finalement, une première ministre qui dit « Je ne suis pas majoritaire dans cette assemblée, je vous impose quelque chose, que ce serait normal ». C'est ça qui me choque. Et moi, ça m'inquiète tout ça. Parce qu'on est en train de faire enrager les gens, de les rendre en colère, de les humilier, de les faire travailler le planton, de les user. Dans un pays qui n'a jamais eu... qui est un pays extrêmement riche. Il y a Alexis Corbière, quitte à être inquiet, regardez ce que dit Madame Le Pen. C'est l'autre opposition. Est-ce qu'elle ne va pas, elle, tirer les bénéfices de tout ça avec une position qui apparaîtra à certains plus raisonnable? Vous allez donner votre avis. Quand elle dit « Si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé, le peuple ayant toujours le dernier mot, là-dessus vous êtes d'accord, il lui appartiendra de préparer l'alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste. » Elle dit « Ça se réglera seulement dans les urnes. » François Ruffin dit « Dans les urnes ou dans la rue ». Ouais, les deux. Ouais. Pourquoi c'est pas les deux, c'est l'un ou l'autre. Poser les choses. Mais vous savez très bien. Imaginer. Attendez, ne me faites pas. Alexis Corbière, je finis ma question. En 2027... Il y a cette réalité sociale qu'on appelle la bourgeoisie, qui s'est renouvelée génération après génération. Voilà. Il faut toujours capter un peu de la bourgeoisie pour prendre le pouvoir. Vous le savez bien. Une grande partie de la bourgeoisie, en lisant la déclaration là de Madame Le Pen, dira la raison les plus raisonnables, ce sont eux. Ah, mais que, si vous êtes en train de... Vous savez, à travers l'histoire, que la bourgeoisie ait peur des partageux comme nous et disent qu'il vaut mieux l'extrême droite, c'est hélas déjà arrivé. C'est large la bourgeoisie, la classe moyenne. Mais vous me parliez d'elle, que vous savez, historiquement, il y a eu beaucoup de moments où elle a plutôt accepté l'extrême droite plutôt que le Front populaire, à travers les âges, que ce soit même en Allemagne, ou hélas en France. Elle a voté à gauche, elle est Mitterrand quand même. Alors Mitterrand, puisqu'on 14 ans de il a pouvoir, fait la retraite à 60 ans, Mitterrand. En 81, c'était possible, la retraite à 60 ans. Et en 2023, ce ne serait pas possible, le pays n'a jamais été aussi riche. Pour quelle raison on fait ces reculs sociaux? Enfin, que dit Madame Le Pen? Si c'était une banalité, je vais vous annoncer un scoop. Le point 1 du programme de la NUPES en 2027, ce sera abrogation de la loi si on n'a pas réussi à l'obtenir. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on fasse croire aux Français, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on agite des épouvantails. Monsieur Darmanin est le champion de cette rhétorique. Mais le droit de manifester, c'est constitutionnel, c'est un droit. J'espère qu'on ne va pas nous le supprimer. J'espère qu'on ne va pas considérer comme étant des quasi-terroristes ceux qui disent qu'il faut être des millions dans la rue. J'entends que la date du 1er mai est mise sur la table. J'invite tous les Français à être dans la rue, des millions, pour continuer à dire, nous n'acceptons pas, pour une question de dignité et de combat social. Les travailleurs ont le droit de dire, dans ces conditions, nous faisons grève. Vous êtes prêts au bras de fer jusqu'au bout. On évoquait le précédent de mai 68 où le pays a été bloqué. bloqué. Et alors, vous êtes prêts à ça entièrement? Qu'est-ce qu'on a obtenu en 68? L'augmentation des salaires. C'est bien, non? Par la suite, par des mobilisations... C'est la croissance. On ne peut pas dire que c'est l'univers de 2023. Oui, mais il fallait... pardon, le pays est plus riche aujourd'hui. J'espère que vous êtes au courant. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Les principaux milliardaires de la planète sont ici. On peut imaginer un truc tout simple, c'est de créer les conditions d'un meilleur partage des richesses. Ne vous inquiétez pas, les riches sont encore riches, mais on peut vivre mieux. Mais si les choses devaient se régler par les urnes, franchement, c'est toujours mieux, comme le cas général. Est-ce que vous êtes favorable à une dissolution? Mais attendez. Est-ce que vous y êtes favorable? Je vous propose même à quelque chose qui est encore plus simple par les urnes. Référendum. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Vous voyez?
Moi, je suis pas brutal. Hein. Je suis vraiment pacifique. Il y a une solution démocratique basique. Je consulte le peuple. Il dit oui, il dit non. Moi, je m'incline. Hein. Si c'est le oui à la retraite à 64 ans qui gagne, je m'inclinerai. Je ne serai pas convaincu. Mais pourquoi il ne le fait pas? Emmanuel Macron n'est pas arrivé de façon dissimulée. C'était dans son programme. Chacun savait, en les lisant, c'était dans son programme. Non, vous avez suivi. Je vous rappelle qu'au premier tour, il rassemble, je crois, 25 à 26% des exprimés. Je rappelle que c'est 18% des électeurs inscrits. Et qu'au second tour, il ne rassemble que, malgré le fait qu'il y a toute une série de gens, y compris même des gens qui avaient voté pour nous, ne voulant pas de l'extrême droite ont voté pour lui, il fait seulement 38% des électeurs inscrits. Et surtout, attendez. Ça, c'est le jeu de toutes les élections. Il y a des rapports de force et à l'arrivée, il y a un gagnant. Au soir de sa victoire, cette victoire m'oblige. Je sais que beaucoup de citoyens qui ont voté pour moi n'ont pas voté pour mon programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Il y croit, Macron, à ce qu'il dit? Alors, s'il y croit, il a envoyé le message ce soir-là qu'il dit c'est pas pour mon programme. Et un an plus tard, il dit mais en fait, si vous avez voté pour mon programme. Monsieur le député, est-ce que malgré tout, vous ne refusez pas les formes? Quand on vous écoute depuis tout à l'heure, vous défendez votre point de vue, mais l'élection présidentielle, c'est pas tout à fait correct à l'arrivée. La décision du Conseil constitutionnel, vous la moquez un peu. C'est les formes démocratiques. Ça peut plaire ou non, mais c'est la loi de la démocratie. Quand il y a 51%... Je cite du Macron. Vous pourriez considérer quand même que c'est respectable, la parole du président. Ne la dévalorisez pas, respectez le président. Il a dit lui-même, au soir de son élection, que les gens n'avaient pas voté pour son programme. Est-ce que sa parole a de la valeur? Donc s'il pense ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce serait le cas même si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, quand vous êtes élu dans un rejet de l'extrême droite. C'est que vous comprenez que vous avez face à vous un pays qui est déchiré. Donc le pays, il faut le rassembler. Attendez, je termine. La dernière fois que M. Macron a pris la parole, il avait parlé d'apaisement. D'accord? C'était ses mots. On pouvait se dire, bon, il a compris que son programme n'est pas majoritaire, donc il va falloir trouver des majorités, etc. Il ne les a pas trouvées, voire même, je dirais presque qu'il ne les a pas cherchées. Pardon, je vais être un peu vulgaire. Les cocus de l'histoire, en plus, au passage, c'est sans doute M. Ciotti qui, lui, et M. Retailleau, qui avait accepté de soutenir sa réforme avec toute une série de choses que ce soir, le Conseil constitutionnel. Éric Ciotti, ce soir, ne se dit pas cocu. Il dit il faut suivre la décision du Conseil constitutionnel. Lui dit la démocratie a parlé. Oui, le Ciotti fait du Ciotti, très bien, il est pris dans une logique, mais je trouve qu'il y a plus de fermeté, de clarté du côté de M. Pradier, qui dit, ses amis de LR qui avaient dit, allez, on a réussi à améliorer le texte. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez que les policiers, s'il y a des policiers qui me regardent, vous savez que ce qu'a retoqué le Conseil constitutionnel, c'est le fait qu'ils échappaient au rallongement de la durée de travail. Amis policiers qui êtes dans la rue, plutôt que d'appliquer les consignes de brutalité qu'on vous demande contre les gens qui manifestent, sachez que ce soir, ce que vient de dire le Conseil constitutionnel, c'est que vous allez travailler 2 ans de plus. Est-ce que vous revendiquez une rupture? Vous faisiez allusion tout à l'heure à mai 68, qui a été un bras de fer violent, quoi qu'on en dise. On voit sur Twitter notamment pas mal de gens de votre parti qui revendiquent, ça se discute, mais l'héritage de Robespierre, en disant voilà, il y a une forme de violence légitime dans les révolutions. Est-ce qu'il y a une forme de rupture que vous voyez, vous voulez inverser les termes d'une discussion. Ce qui est brutal, je le répète, c'est que les députés ont été piétinés, méprisés. Ce qui est brutal, c'est qu'un peuple entier dit nous ne voulons pas et ça leur a imposé. Je voudrais quand même pas que par un jeu sémantique, on dise que ce qui est brutal, c'est les gens qui font entendre leurs protestations. D'accord? Alors on peut faire référence. Bloquer tout un pays, si vous voulez, je peux vous passer des heures à vous dire que la brutalité, reculer un gouvernement, c'est une forme de violence. La brutalité, ça a existé en tout temps. La brutalité avec laquelle la Révolution française a rompu, et de certains points de vue, gloire à elle, c'est la brutalité de la monarchie, d'accord, qui est extrêmement violente. Vous voulez que je vous parle des massacres du Palatinat qui avaient lieu en Europe dans les armées de Louis XIV, et la violence aussi de la monarchie, les profondes inégalités du pays. Ce qui a fait que la France rayonne dans le monde entier, c'est que nous avons proclamé des droits que le roi ne voulait même pas signer. Alexis Corbière, il y avait une autre gauche. Elle reviendra peut-être dans un instant. On recevra Bernard Cazeneuve. Ah, ben c'est gentil. Cette gauche plus réformiste, plus social-démocrate, qui notamment, on parlait de Mitterrand tout à l'heure, a acquis un certain nombre de réformes sociales. Cazeneuve et M. Mitterrand, ça n'a rien à voir. Ce temps-là, c'est fini. Mais attendez, pardon. François Mitterrand et Bernard Cazeneuve, ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. C'est la gauche. Social-démocrate, pondéré, etc. Non, pardon, mais François Mitterrand, c'est une 5e semaine de congé payé, c'est la retraite à 60 ans, c'est l'augmentation des salaires. L'alliance avec les communistes. L'alliance avec les communistes, qui était liée à l'Union soviétique, qui était, dans certains points de vue, encore plus calomnie que ce qu'est la France insoumise aujourd'hui. Monsieur Cazeneuve, lui, c'est rien. C'est un macronisme. Enfin bon. Il vous répondra à la petite phrase Bernard Cazeneuve, c'est rien, ça lui fera plaisir. Non, vous savez quoi, ça n'est pas rien. Allez, vous lui direz, c'est le retour de François Hollande. Maintenant, ce que je dis aux Français, vous voulez le retour de François Hollande? François Hollande a gouverné de telles conditions qu'il n'a même pas pu se représenter à l'arrivée. D'accord? Je ne voudrais pas que M. Cazeneuve, aujourd'hui, alors certes, il a une mine impeccable, en costume croisé, il a l'air moins
comment dire, véhément que moi, sans aucun doute. Maintenant, j'aimerais que M. Cazeneuve dise c'est quoi son programme. Parce que moi, je le lis, M. Cazeneuve. Et on l'entendra. Je suis même allé sur son site. Pour l'instant, il n'y a pas une idée. Alexis Corbière, il suffit on va pas pas de faire prendre le la débat sur posture Bernard et dire Cazeneuve en son absence, il vous répondra. Mais parlons de vous. Vous me parlez de lui. De fait, le rapport de force actuellement est en votre faveur. Vous êtes la grande opposition de gauche. Mais laissez-moi finir ma question. Voilà. Jean-Luc Mélenchon a adoubé en quelque sorte François Ruffin. On va revoir le tweet où il annonçait presque en passage de témoin. À quel âge a-t-il Jean-Luc Mélenchon? 71 ans, c'est ça? Mais il est toujours jeune de cœur, de toute manière. On n'en doute pas. Alors c'est écrit en petit pour mes yeux fatigués, mais il commente un sondage de Cluster en disant François Ruffin et moi passerons la barre des 20%. Et il dit François est prêt, en avant. Est-ce que c'est le tour de François Ruffin? On verra, de toute façon, ça ne peut pas se passer. On verra, oui, mais là, paradoxalement. Non, mais pourquoi pas? Et c'est bien qu'il y ait d'autres candidats, c'est bien que, de toute manière... C'est votre chef naturel, François Ruffin? Non, mais ne prononçons pas ces phrases. Et en plus, François est plus intelligent que ça. Il a bien dit dans une autre interview que ce qui compte, c'est une équipe, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est une stratégie et un programme. Un programme de rupture, c'est-à-dire de rupture avec des politiques souvent qui ont fortement déçu, de vrai partage des richesses, de transition écologique, d'une 6e République plus démocratique et plus républicaine d'un point de vue, et une stratégie qui est celle de l'union. C'est pourquoi moi... Pardon, vous interrogerez M. Cazeneuve, mais moi, ce que je souhaite, c'est l'union, se rassembler. Parce que je pense que la prochaine fois, vous l'avez pointé, la menace que nous avons, c'est une extrême droite puissante et un macronisme en décomposition. Et donc, les conditions aujourd'hui, peut-être d'une victoire de l'extrême droite, sont sur la table, mais si nous, on reste unis, et l'union est un combat, ça rappellera des choses à M. Cazeneuve, et si l'union est là, on peut gagner. Faisons-le et arrêtons de nous insulter Alexis les uns Corbière, les autres. qu'on comprenne bien vos mots d'ordre, parce qu'on entre dans un bras de fer à l'échelle d'un pays. Retrait. Vous ne reculerez pas tant qu'il n'y a pas, pardon, que je comprenne bien, tant qu'il n'y a pas retrait de la réforme, le mouvement continuera jusqu'au blocage complet du pays pour vous? Alors ça, c'est les organisations syndicales qui vont le dire, je les soutiens si elles disent ça. Mais je vous dis aussi autre chose, l'article 10 de la Constitution peut permettre au président non pas de promulguer à la va-vite comme il veut le faire, mais de refaire un vote à l'Assemblée nationale. Le texte du Conseil constitutionnel n'est pas le même, que celui qui a été imposé par 49.3. On verra. À l'époque, ils disaient qu'il y avait du sucré et du salé. Ils ont enlevé tout le sucré, qui n'était pas très sucré en vérité, qui était assez light, c'était plus de la saccharine que du sucre, et ils gardent que le piquant pour les gens. Corbière. On pourrait revoter. Vous avez eu la dent dure contre Bernard Cazeneuve. Il pourra vous répondre. Il nous rejoint dans un instant. Il comprendra. Et vous dites la manifestation, la mobilisation sera déterminante. Voyons ce qu'il en est. Merci beaucoup. Voyons ce qu'il en est pour l'instant à Paris avec Thomas Herman. Vous y êtes. Est-ce que les mécontents, est-ce que la manifestation est en train d'évoluer? On voit ici les images en direct, Thomas.